Bonjour. Suite de la série sur les monstres radiologiques, aujourd'hui le 14e sur 15, le ruthénium rhodium-106. Alors là, à nouveau, ce n'est pas un radionuclide isolé, c'est une filiation. On avait le premier, rappelez-vous, c'était le strontium yttrium 90. Et là, on va retrouver un schéma récurrent qui sera intéressant d'approfondir. Alors ce ruthénium rhodium 106, comme pour le strontium yttrium 90, on le trouve avec les produits de fission. Donc si je reviens ici sur cette liste de produits de fission de période assez longue, que l'on retrouve ensuite dans les conteneurs solides de déchets vitrifiés qui sont traités à La Hague. Voilà, on retrouve en fait trois couples. Donc le strontium yttrium 90, on en avait parlé. On va voir aujourd'hui le ruthénium rhodium 106 et on a aussi le cérium praséodyme 144. Alors, on voit qu'ils ont des activités qui sont prédominantes dans ces produits de fission. D'accord. Et lorsqu'on fait une analyse par radionucléide, voilà, ici, voilà. Donc avec sans écran, sans refroidissement. Alors, c'est un refroidissement relatif, je répète, ce sont des produits de fission qui ont déjà refroidi. Alors, ils sont ici, les ruthénium rhodium 106, cérium 144 sont là. Si on met du plomb, on va voir que, là, pour l'instant, ils ne sont pas dominants, mais on va voir qu'assez rapidement, eh bien, ils vont nous donner, parce qu'ils ont des énergies assez élevées, voilà, ils vont nous donner ils vont devenir prédominants. Alors pour l'instant, c'est le cérium 144 qui mène la danse, mais si on fait refroidir encore, on va voir que, alors je vais afficher uniquement nos deux filiations qui nous intéressent ici. On voit que si on laisse refroidir tout ça, sur la durée, c'est le ruthénium rhodium qui l'emporte. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et quelque part, pour ma part, c'est le ruthénium 106, il est souvent dénommé comme ça. On oublie le rhodium, il est assez connu. Voilà. Celui-ci gagne à être connu, mais voilà, le ruthénium est assez connu dans le milieu, dirais-je. Voilà, donc c'est l'origine de mon choix. Je rappelle, il y a toujours un petit peu d'arbitraire, mais c'est un arbitraire assumé. Voilà. Donc, le point commun, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser le point commun de ces trois couples, strontium, cérium, ruthénium. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que ce sont tout d'abord des filiations. Le père a une période longue, suivie d'un fils avec une période courte. On a un faible Q-bêta- suivi d'un un faible Q-bêta- suivi d'un Q-bêta- élevé. Alors ça, il y a une corrélation entre les deux. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'une transition a un faible Q-bêta-, une faible énergie libérée, eh bien la période aura tendance à être élevée. A l'inverse, lorsqu'on a un Q-bêta- élevé, la période aura tendance à être courte. Plus l'énergie libérée est élevée, et plus la transition se fait facilement, donc rapidement. Il y a un lien entre les deux. Et enfin, un nombre de masse A pair. Alors, ça aurait pu être une coïncidence, on va voir qu'il n'en est rien. C'est vraiment lié à la parité du nombre de masses de ces filiations, de ces radionucléides. Alors, le schéma de désintégration type qu'on retrouve dans ces scénarios-là, et il y en a plus que trois, c'est quelque chose de récurrent. C'est donc un père avec un Q-bêta- faible et une période élevée, suivi par un fils donc avec un Q-bêta- élevé, et donc, comme je disais précédemment, une période faible. Alors si on regarde nos trois filiations, alors effectivement, c'est un schéma que l'on retrouve. Le strontium, un Q-bêta- de 549 keV, période de 28 ans, suivi par l'yttrium 90, un Q-bêta- de 2278 keV, et une période plus courte de 2,6 jours. D'accord. Le descendant étant stable. Pour le cérium praséodyme, pareil, donc le cérium 144, Q-bêta- 318 keV, période 284 jours, et le praséodyme, un Q-bêta- de 2997 keV, donc quasiment 3 MeV, avec une période de 17 minutes. Et enfin, celui qui nous intéresse, le ruthénium rhodium 106. Le ruthénium, le père, un Q-bêta- de 39 keV, donc c'est vraiment une très très faible valeur.
D'accord, il s'en est fallu de peu pour que le ruthénium soit stable, hein, ne puisse pas faire sa transition bêta-. Voilà, donc période 371 jours, suivi par le rhodium 106, avec un Q bêta- de 3546 keV, 3,5 MeV, ce qui est considérable, d'accord, et une période de 30 secondes. Donc vous voyez, dans l'idée, alors là, c'est le père qui impose sa période au fils, et le fils, lui, a une période courte, mais dans l'affiliation, on va le voir décroître avec une période de 371 jours, et pour autant un Q bêta- élevé. Hein. C'est ce qui donne à ce type de couple leur caractère, leur importance en termes de ma classification, je dirais. Hein. C'est pour ça qu'on les retrouve dans les problèmes de radioprotection, autour des produits de fission. Je rappelle, hein, c'est pas un hasard si je suis encore sur les produits de fission, c'est vraiment un gros problème dans l'industrie nucléaire, la gestion de ces produits de fission, parce qu'effectivement, ils ont des périodes plus ou moins longues et ils peuvent être très irradiants. Alors, on a toutefois des différences notables, notamment sur les tables d'émission gamma. Le strontium yttrium 90, je vous rappelle, l'yttrium 90 avait eu deux niveaux excités avec des intensités astronomiquement faibles, notamment celle sur le niveau excité à 2186 keV. D'accord, on a 99,98% des transitions qui se font sur le fondamental du zirconium 90. Ce qui voulait dire, rappelez-vous, qu'en fait, on émet essentiellement des bêta- avec une énergie élevée, ce qui générait un rayonnement de freinage. Le cérium praséodyme 144, voilà, le praséodyme, lui, a une table d'émission un petit peu plus riche. Là encore, une transition vers le fondamental avec une intensité élevée, 97,8%. Donc on a pas mal de gamma émis, mais avec des intensités qui sont faibles. On voit beaucoup de zéros ici. Et enfin, le rhénium 106, lui, a un schéma plus intéressant, beaucoup plus riche, avec quand même une transition vers le fondamental qui est élevé, on en reparlera. Hein, et voilà, et moi, c'est ce que ces schémas de désintégration avec de tels niveaux excités, un nombre élevé d'émissions gamma, ça s'inscrit en ligne droite dans mon concept de monstre radiologique. On aura l'occasion d'en voir d'autres avec des tables d'émissions beaucoup plus riches, beaucoup plus monstrueuses entre guillemets. Hein. Vous verrez le champion du monde de la catégorie, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant notamment pour les gens, je tire toujours mon chapeau pour les gens qui sont les mesurés, des gamma avec des intensités vraiment très faibles, hein, du 10-5, 10-6%, voire moins. Hein. Alors, je vous avais dit, le troisième point commun, c'était le fait que le nombre de masses était pair. Alors, qu'est-ce que vient faire cette parité dans cette affaire? C'est là il faut que l'on fasse un petit retour en arrière, hein, et revenir sur des aspects assez fondamentaux. Et donc, on va revenir sur le diagramme NZ et la vallée de stabilité. Alors, c'est quoi le diagramme NZ, hein, c'est connu, voilà, on trouve souvent ça dans les labos, hein, collé au mur, un chart of radionuclide. Vous avez ici, en abscisse, le nombre Z, le nombre de protons, d'accord. Donc, voilà, le numéro atomique, et ici, le nombre grand N de neutrons. Alors attention, souvent les abscisses sont inversées. On a parfois ici en abscisse le nombre de neutrons et ici en ordonnée le nombre de protons, ce qui inverse l'image, et on a une courbure vers le bas. Hein. Donc ici on a l'ensemble des radionucléides connus, d'accord, qui dessine cette carte. Alors, ce qui est remarquable tout d'abord, c'est que pour des Z faibles, le nombre de protons est égal au nombre de neutrons. Hein, si on prend même un élément stable, l'oxygène 16, c'est 8 protons, 8 neutrons. Voilà. Et lorsque le numéro atomique augmente, on se rend compte que assez rapidement, hein, à partir de 20, je dirais, eh bien, on a tendance à avoir plus de neutrons, que de protons. Voilà. C'est assez caractéristique à haut niveau, hein, on en reparlera. C'est ce qu'on appelle l'excès de neutrons. C'est ce qui donne à cette carte, à ce graphe de radionucléides, cette courbure ici, positive vers le haut. Ensuite, alors ce que l'on peut dire, c'est que là, ce que vous connaissez, hein, ici en noir, c'est la ligne de stabilité, donc ce sont les noyaux stables, qui s'arrêtent ici au niveau du plomb, d'accord,
Alors on aurait pu la continuer, hein, c'est une stabilité versus les transitions isobariques, et pour- cette stabilité elle existe, sauf que pour des noyaux très lourds, ben, les noyaux stables sur le plan des transitions isobariques, bêta-, bêta+, sont instables alpha. Voilà, hein. Donc la ligne de stabilité, ici on a la zone avec pour un même Z, on a beaucoup plus de neutrons que là, hein, donc c'est ce qu'on appelle des noyaux riches en neutrons. Ils sont émetteurs bêta-. Voilà, ils auront tendance à rejoindre, on va le voir, la ligne de stabilité par les transitions bêta-. Ici, on a les bêta+, hein, c'est le raisonnement inverse. Et ici, en jaune, on a les alphas. Hein. À noter que les alphas, ils sont très connus pour les noyaux très lourds. Voilà, tout ce qui est uranium, plutonium, etc. Ça se situe ici. On a aussi des émetteurs alpha de Z assez faibles. Hein. On en retrouve même ici. D'accord, entre autres le beryllium 8. Voilà. Bon, c'est une autre histoire. Alors, donc, si je prends par exemple maintenant un noyau qui va fissionner. Alors j'ai pris l'uranium 236. Pourquoi? Parce que dans la fission de l'uranium 235, la réaction c'est uranium 235 plus neutrons donne le noyau composé uranium 236 et c'est lui qui fissionne. Voilà, c'est un détail. Alors, pour l'uranium 236, on a Z92 et grand N 144. Et donc ça veut dire qu'on a une proportion de mélange neutrons sur protons. Alors là, ça c'est l'excès de neutrons. Hein. On a une proportion de mélange qui est de l'ordre de 1,5, 1,56. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque ce noyau va fissionner, cette proportion de mélange va rester à peu de choses près la même dans les deux produits de fission. Donc on va avoir des produits de fission qui vont se trouver au voisinage de cette droite. Et voyez cette droite ici, hein, c'est la droite n est égal à 1,56 fois z, hein, elle repasse par l'origine. Et bien on voit que cette droite ici, elle passe dans la zone des émetteurs bêta. Hein, c'est la courbure de ce graphe qui fait que la fission des noyaux lourds va produire des émetteurs bêta-. Voilà, ça c'est imparable. D'accord ? Alors on va retrouver ici, pour plus d'informations, vous tapez courbe de rendement en fission sur le net. Hein. Les produits de fission vont se séparer en deux. En fait, on fait rarement une fission symétrique. On a tendance à faire un noyau plus léger et un fragment de fission léger et un fragment de fission plus lourd. D'accord, et ils vont se répartir dans ces deux domaines. Hein. Ici, on a les produits de fission légers et ici les produits de fission lourds. D'accord. Voilà. Alors, lorsqu'on fissionne un uranium 236, on peut avoir par exemple une fission qui va nous amener ici dans le domaine des produits de fission légers. Et on va retrouver ici les isobars 106. Alors, hein, on va retrouver notre ruthénium, rhodium 106. Alors, sur ce graphe-là, on peut construire les droites ici, hein, qui sont les droites d'équation n plus z égale 106. C'est une droite qui est perpendiculaire à celle-ci, hein, qui est z est égal à n. Voilà. Et c'est la droite sur laquelle on va trouver tous les isobars. Donc isobar, isobarus, c'est même nombre de masses. D'accord ? Voilà. De la même façon, on va retrouver une fission qui va nous amener dans le domaine des produits de fission plus lourds. On va retrouver notre cérium praséodyme 144. Hein, donc on sera ici. Voilà, on va retrouver une isobar à 144. Alors ce qui est important pour nous, c'est que à partir du moment où on aura fabriqué un émetteur bêta- dans ce domaine-là, eh bien, il va faire une transition isobarique, donc il va suivre cette droite ici, et puis de désintégration bêta- en bêta-, je dirais l'objectif final, c'est de rejoindre la ligne de stabilité. Et ensuite, si on considère tous les isobars d'une même famille, ici par exemple 106, et que l'on porte sur ce graphe, hein, pour chaque isobar, si on porte sur un graphe sa masse au repos, eh bien on va construire une parabole. Donc ça serait un axe dirigé vers nous, hein, un axe dirigé vers le haut. On va trouver une parabole, là je l'ai repliée. Hein, c'est la parabole de masse de la famille 106, hein, dont la base est au niveau de la ligne de stabilité. Et puis pareil, hein, pour la famille isobarique 144, on pourra, si on construit
cette masse en fonction du numéro atomique, eh bien, on va obtenir une parabole de masse pour la famille de 144. Une petite remarque. Ces paraboles de masse, ce diagramme NZ, la courbe d'Aston dont je n'ai pas parlé, tous ces constats expérimentaux, hein, ce sont a priori des constats expérimentaux, on les retrouve, on peut les expliquer avec ce qu'on appelle le modèle de la goutte liquide. Je le ferai dans une prochaine vidéo. Voilà, hein. Mais c'est bien de commencer par, je dirais, des constats expérimentaux. Alors si on aligne toutes ces paraboles, hein, si on prend toutes les paraboles les unes après les autres et qu'on les empile comme ça, eh bien c'est là qu'on va dessiner ce qu'on appelle la vallée de stabilité. Donc je n'ai pas trouvé de représentation très... Voilà, c'est la plus intéressante que j'ai pu trouver. D'accord, hein, on voit, les paraboles de masse sont ici, avec ici la branche gauche, ce sont les émetteurs bêta-, les noyaux stables, et puis ici la branche droite, les émetteurs bêta+, et capture électronique. En général, c'est la capture électronique qui mène la danse. Voilà. Dernier schéma, hein, de diagramme NZ, mais ici on porte non pas les modes de désintégration, mais les périodes. Et là, vous avez une échelle. Hein, donc, dans cette couleur grise, là, c'est les périodes d'une seconde, et puis lorsqu'on monte en gamme, on arrive à des périodes de 10 puissance 20 secondes. Alors, 10 puissance 20 secondes, on les retrouve ici au niveau de la vallée de stabilité. 10 puissance 20 secondes, c'est quasiment 1000 fois la durée de vie de l'univers, donc ce sont des noyaux stables. Hein. Donc on retrouve ici les périodes longues ici, et plus on s'éloigne de la vallée de stabilité, vous voyez, et plus on aura tendance à avoir des périodes courtes. Voilà. Donc ça, c'est une tendance générale qui permet de comprendre le comportement de tous ces radionucléides. Voilà. Alors, on va regarder une parabole de masse pour A impair. Alors, je ne commence pas par la famille 106, je vais commencer par cette famille impaire, juste en dessous, la famille 105. Si on regarde la famille 105, hein, on a ici effectivement une magnifique parabole que le modèle en goutte liquide explique très bien et assez simplement. D'accord, avec, voilà. Donc ici, vous avez tous les émetteurs bêta-. On le constate avec des périodes de plus en plus courtes. Alors là, les périodes ne sont pas indiquées. Hein, c'est ce que j'appelle des bêtes de laboratoire. Hein. Vous avez des Q bêta- de 11,8 MeV, 11,2 MeV. Voilà, là vous avez le premier, une période de 0,6 secondes, hein, le zirconium 105. Hein. Donc vous voyez, on monte en Z, hein, 40, 41, 42, etc. On va jusqu'à Z est égal à 51. Ici, l'antimoine 105. Donc là, lorsqu'on se dirige vers le fond de la vallée, on a des périodes de plus en plus courtes, d'accord. Globalement, hein, ce n'est pas toujours respecté, hein, mais là, par exemple, vous voyez le ruthénium 105, période de 4,4 heures, suivi par le rhodium 105 avec une période de 45 secondes. Voilà. Et voilà. Alors là, de la même façon, mais ça ne nous concerne pas, puisque je répète qu'en général, la fission va produire des noyaux sur la branche gauche. La branche droite, c'est de la capture électronique ou bêta+. D'accord. Avec, on aura l'occasion de croiser ça, des choses parfois surprenantes. Vous voyez, l'étain 105 qui fait une transition, qui peut atteindre un niveau excité tel qu'il va émettre un proton. Hein, voilà, donc voilà une parabole de masse bien construite, bien propre. Hein, donc si on zoome ici, on a bien cette structure-là. Vous voyez, une période ruthénium 105, 4,4 heures, rhodium 105... alors ça marche moins bien, là c'est 35 heures, c'est le niveau excité qui a une période de 45 secondes, d'accord, hein, voilà. Mais on a bien, alors là, un Q bêta- de 1917 keV pour le ruthénium, et un Q bêta- de 566 keV. Alors vous voyez, je vous avais dit, lorsque les Q bêta- sont plus faibles, et en général les périodes sont plus longues, c'est pas systématique. Hein. Il y a aussi des histoires de spin qui vont jouer, voilà, bon. Alors, pour la famille 106 qui nous intéresse, hein, le ruthénium, rhodium 106, on pourrait penser que on aurait pu penser avoir une telle parabole de masse, je dirais très propre, avec ici un Q bêta- qui aurait été plus élevé que le Q bêta- ici. En fait, il n'en est rien, et on va voir pourquoi. Ça, c'est lié à ce qu'on appelle, alors dans le modèle en goutte liquide, hein, on le retrouvera, c'est ce qu'on appelle, c'est lié à l'énergie d'appariement. Alors, une petite remarque, hein, appariement, parité. Pour les nombres de masse impairs,
quand on a une famille impaire. Et dans dans une famille impaire, on aura toujours un A impair. Alors, ça sera soit Z impair et N pair, hein, ce qu'on appelle les impairs pairs, ou Z pair et N impair, donc les paires impairs. Voilà. Et puis pour les familles paires, elles sont constituées de Z impair et N impair, ce qu'on appellera les impairs impairs, ou Z pair et N pair, les paires pairs. Voilà. D'accord? La somme de nombres pairs de deux entiers pairs est un pair, et la somme de deux entiers impairs est un entier pair, etc., etc. Alors, en quoi est-ce que c'est important cette affaire-là? C'est important parce que, en fait, alors premier constat, les protons et les neutrons jouent dans le puits de potentiel nucléaire, le puits d'attraction, c'est-à-dire là où ils sont liés, hein, ils ne pouvaient pas s'échapper. Les protons et les neutrons ont tendance à jouer de façon isolée. Voilà. Et c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver ce qu'on appelle l'énergie d'appariement. L'énergie d'appariement, c'est quoi? C'est que dans ce puits de potentiel, les paires de protons auront tendance à se lier un petit peu plus. Hein, c'est ce qu'on appelle l'appariement. Et en se liant, ça va baisser leur niveau d'énergie. Ça va baisser le niveau d'énergie, mais augmenter ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Hein. Voilà, le zéro est ici, et plus je suis bas dans mon puits, et plus mon nucléon est lié. Voilà. Donc, les protons auront tendance à se lier par paire et se lier un petit peu plus, et idem pour les neutrons. Et ici, puisque c'est un pair impair, il me reste par exemple un neutron isolé qui ne subit pas cette énergie d'appariement, donc il est un petit peu plus haut en énergie, il est un petit peu moins lié. D'accord? Et être moins lié, ça veut dire que la masse est plus élevée pour le noyau. Hein. Ça va dans ce sens-là. Alors si ici le neutron se transforme en proton, hein, ce qui est le cas de l'émission bêta-, une émission bêta-, c'est un neutron qui devient proton en fabriquant un électron tout neuf via l'interaction faible, et ce neutron, cet électron tout neuf, c'est ce qu'on appelle le rayonnement bêta-. Voilà. Mais par contre, si je reviens en arrière, si le neutron devient proton, le proton reste là encore isolé, ne subit pas l'énergie d'appariement. Donc pour les familles impaires, la transformation ne change rien au niveau des énergies de liaison. Par contre, si on passe sur une famille paire, alors là je prends le cas des impairs impairs, hein, je suis impair en proton, impair en neutron, pour chaque nucléon, pour chaque type de nucléon, hein, qu'on appelle les fermions en fait, pour les protons, donc j'ai un proton isolé, pour les neutrons, j'ai un neutron isolé. Donc ils sont moins liés, les deux. Si maintenant ce neutron se transforme en proton, d'accord, c'est ma transition bêta-, et bien là, à ce moment-là, je vais former une paire de protons qui n'existait pas auparavant, et je vais augmenter l'énergie de liaison, donc je vais donc baisser la masse de mon système. D'accord? À l'inverse, voilà, si un proton dans une transition bêta+ devient un neutron, bien à ce moment-là, on casse cet appariement et les deux nucléons vont remonter. Donc, si on prend le bas de la famille isobarique, hein, de la parabole de masse des isobars pour la famille 106, que j'avais tracé avec une parabole bien propre, hein, on a les paires-paires, impair-impair, paire-paire, impair-impair et paire-paire. Voilà, une succession comme ça. Et bien pour les paires-paires, on va tendance, par énergie d'appariement, on va tendance à baisser la masse, donc on va tirer le niveau ici vers le bas, et celui-ci aura tendance à remonter, hein, parce qu'il aura deux nucléons non liés. Voilà, donc on va déformer cette belle parabole, et la réalité, eh bien, elle est ici. Hein, vous voyez, et notamment, c'est notable ici pour le rhodium. Le rhodium 106, il est remonté par rapport au ruthénium 106, et on voit que le Q bêta-, qui est de 39 keV, il est vraiment très très faible, hein, à l'échelle de nos paraboles de masse. D'accord? Voilà. À noter que par exemple ici, alors c'est le cas ici, c'est autre chose, hein, mais l'argent 106, qui était plus bas que le cadmium 106, donc qui autorisait une transition bêta+ ou capture électronique, et bien en fait l'argent 106 est passé au-dessus du cadmium 106, et en fait il devient émetteur bêta- vers le cadmium 106. D'accord? Et le cadmium 106, lui, qui a été instable sur un tel schéma, qui n'existe pas, en vérité il est stable. D'accord? Voilà. Alors on peut aller voir la famille, on va aller chercher ici. Hein, je vous montre la famille 105.
elle est ici, hein, si on la prend, hein, j'étais parti de la famille 105 avec cette belle parabole, et si on passe à la famille 106, hein, on voit cette déformation-là. D'accord? Et ce schéma-là va se répéter quasiment pour toutes les familles impaires. Hein. Si on passe à 107, on retrouve une belle parabole. D'accord? Ici, alors ici, on retrouve, hein, on a bien des. Alors là, elle n'est pas conforme à ce que j'avais dit, mais il y a toujours des contre-exemples. Et si on repasse à la famille 108, on va retrouver ces déformations-là. Ici, c'est net. Hein. Sur une famille paire, vous avez un seul isobar qui est stable, c'est celui qui est en bas de la parabole. Alors lui, il est stable parce que tout simplement, il ne peut pas aller plus bas. Voilà. Il ne peut pas aller plus bas, donc il reste où il est stable. Je dirais il est stable par défaut. Hein. Et par contre, pour la famille 108 ici, eh bien, vous avez deux niveaux bas. Hein. Vous avez ici, par exemple, le palladium 108 qui est stable, et puis vous avez le cadmium 108 qui est stable, et entre les deux, vous avez ici l'argent 108 qui est aussi bien émetteur bêta plus que bêta moins. Hein. C'est ce qu'on appelle un noyau blindé. Le plus connu, c'est le potassium 40. Le potassium 40 est un noyau blindé. Voilà. Donc je reviens à mes transparents. Donc vous avez vu que cet effet d'appariement conditionne l'existence de ces couples strontium, yttrium, ruthénium, rhodium, etc. etc. Hein, donc c'est ce que, comme je dis, c'est un beau couple qui entretient un petit monstre radiologique. Hein, donc vous avez ici, de façon un peu plus détaillée, le schéma de désintégration du rhodium 106. C'est un beau bébé déjà, hein, c'est assez riche. On a 37 niveaux excités et 92 raies gamma, hein, suivant une base de données ENDFB. Donc c'est assez riche. Vous avez ici la table d'émission gamma, d'accord. Ce que l'on peut noter, les deux raies caractéristiques pour le rhodium 106, c'est un 511,8 keV à 20%. Et un 621,9 keV à 9,87%. Alors 511,8 keV, c'est très proche des gammas d'annihilation, mais c'est un vrai gamma. Hein. C'est pas un processus d'annihilation suite à une émission bêta plus ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc voilà les deux raies prédominantes. Ça reste quand même s'il a un beau schéma des intégrations, on a une somme des intensités gamma qui est assez faible, 34%. C'est pour ça qu'il n'est pas très haut dans le top 15 pour l'instant. On va voir qu'on va monter, ça va être tout à fait autre chose. Si on regarde le spectre théorique, hein, je n'ai pas de spectre expérimental, si on fait le spectre gamma théorique en échelle linéaire, eh bien on ne voit guère que ces deux émissions prédominantes, quelques pics qui sortent la tête, et c'est là que pour aller voir effectivement, respect pour les gens qui ont détecté, mesuré des gammas de plus faible intensité. Si on passe en échelle log, voilà, avec 7 ordres de grandeur, on voit effectivement toute la richesse du schéma de désintégration, d'accord, avec des gammas qui vont jusqu'à 3,4 MeV quand même, hein, d'accord. Il fallait aller les chercher. Voilà. Alors, je dis, mais Artung, attention, on a encore un indice de dose qui n'est pas très élevé. Hein, l'indice de dose, c'est la somme des énergies pondérées par les intensités. D'accord ? Donc c'est encore pas très élevé dans le classement, on va le voir. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, on a une transition bêta- vers le fondamental qui est prédominant. D'accord ? 79%. Donc ça veut dire que une transition qui va vers le fondamental, ça n'émet pas de gamma, mais par contre, ce sont des bêtas qui ont un spectre entre 0 et le Q bêta max. Et ces électrons-là seront susceptibles de faire un rayonnement de freinage non négligeable, suivant le matériau dans lequel ils sont plongés. D'accord ? Voilà. Alors, on va faire quelques petits calculs pour terminer. Alors tout d'abord l'indice de dose, hein, je vais directement chercher l'indice de dose. Vous vous rappelez le l'yttrium 90 avec le rayonnement de freinage dans l'uranium, parce que sinon il n'existait quasiment pas, il était là. Si maintenant on va chercher le RH 106, voilà, on est ici, on est à 206 keV, d'accord, avec un classement de 2090. Voilà.
Voilà, donc ce classement, on va le reporter dans notre tableau. Voilà, et puis on va faire quelques calculs en débit de dose avec, je l'ai loupé, dosimex GX, voilà. Alors, si on fait un calcul débit dose pour le rhodium seul, 106, donc RH, voilà, si on prend le 106, toujours 1 giga. Donc en source ponctuelle à 1 mètre, on a 33,4 microsieverts par heure. À noter, on va déjà faire, on avait dit que c'était un indicateur pour nous, un calcul derrière 5 cm de plomb, on a 369 nanosieverts par heure pour un coefficient d'atténuation de 90. Une petite remarque, j'avais terminé en disant, oui, mais on a quand même effectivement des intensités qui sont faibles, donc on a un risque, suivant le matériau dans lequel on est, si l'activité est élevée, d'avoir un rayonnement de freinage non négligeable. Alors, si on prend l'option rayonnement de freinage, si on prend donc le 106, alors on va prendre le 106 rhodium tout seul, voilà, avec une activité de 1 gigabecquerel. Si on prend le matériau qui sera le plus pénalisant sur le plan du rayonnement de freinage, donc de Z le plus élevé, l'uranium, d'accord, donc le combustible usé par exemple, à une distance d'1 mètre, et bien là, si on lance le calcul, voilà, donc après une petite courte pause, j'ai corrigé, j'avais rentré le rhénium 105, c'est bien le ruthénium, rhénium 106. Donc on obtient 10 microsieverts par heure, là où avec la même activité en source ponctuelle, avec les gammas, je dirais natifs, on avait à peu près 33 microsieverts. Donc voilà, le rayonnement de freinage, dans le cas le plus pénalisant, c'est à peu près 25% du rayonnement gamma pur. Alors, j'en profite pour vous présenter une petite option que j'ai rajoutée à Dosimex GX à propos de... Pour ce type d'études, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un petit moment, voilà, je l'ai fait. Alors en fait, lorsque vous appelez la source ponctuelle, on peut reprendre, là encore, donc le ruthénium 106. Alors vous avez tous les isotopes, vous pouvez aller les chercher, il y a du monde, voilà. Donc décidément, le RH, le rhodium 106. Vous pouvez prendre aussi le ruthénium 106 à l'équilibre, on va le retrouver. Le ruthénium 106, lui il n'est pas dosant, c'est un émetteur bêta-, Q bêta-, 35M, voilà. Donc un E9, je valide. Et là ici, on va mettre un deuxième radionucléide, et de fait, on va rajouter, vous trouverez toujours, lorsque vous aurez fait un calcul option rayonnement de freinage dans un absorbant donné, vous retrouverez à la fin de cette liste déroulante, vous trouverez ici rayonnement de freinage, avec un seul choix, c'est le dernier calcul, c'est RURH dans l'uranium, sans écran. Si vous mettez un écran dans le calcul précédent, ça ne va pas être bon. Voilà, donc on met la même activité, 1, 9, et vous retrouvez en fait le spectre qui est généré pour faire le calcul lié au rayonnement de freinage, voilà, qui vient se rajouter ici. On valide. Et lorsqu'on lance le calcul, donc là ça correspond à 1 gigabecquerel de ruthénium rhénium 106 dans l'uranium avec une épaisseur d'absorbant minimale. D'accord ? Donc là vous lancez le calcul, vous retrouvez la somme des résultats, 33, 34 plus 10, on y est. Et là on retrouve la contribution de chaque type de rayonnement. Donc là, les gammas qui font 75% de la dose, et là, le rayonnement de freinage qui fait 25% de la dose, en gros. D'accord ? Donc voilà pour cette option qui permet... Alors là, l'intérêt d'une telle option, c'est de pouvoir refaire des calculs avec le rayonnement de freinage, mais en source volumique, pour prendre en compte éventuellement l'auto-absorption dans un flacon, une barre d'uranium, enfin ce que vous voulez. D'accord ? Voilà, c'est l'intérêt de la chose. Donc voilà pour terminer. Donc si on fait le classement,
Alors là, je ne tiens pas compte du rayonnement de freinage parce que bon, c'est trop dépendant de l'absorbant. Voilà, voilà donc le classement et les paramètres en termes de débitose. Donc, ben écoutez, à très bientôt pour le prochain monstre radiologique, le 13/15, affaire à suivre.